Une équipe d'intervention du Mossad arrive dans une petite ville tranquille de Norvège, avec un nom en tête et une mission de vengeance. Ils pensent traquer l'un des ennemis les plus recherchés d'Israël, mais leur renseignement est tout simplement faux. Dans le cinéma du coin, un jeune couple regarde un film d'espionnage, sans se douter que de vrais espions les attendent dehors. Ahmed Bouchiki n'est pas leur cible, c'est un serveur, un mari aimant, à quelques semaines seulement de devenir père. Alors que le couple rentre chez lui à pied, une voiture freine brusquement à leur hauteur. Deux assassins en descendent, des coups de feu déchirent le silence de la nuit froide et Ahmed s'effondre. Sa femme enceinte se jette sur lui et serre son corps sans vie dans ses bras. Le Mossad vient d'abattre le mauvais homme. En quelques jours, une question fait le tour du monde. Comment la principale agence de renseignement d'Israël a-t-elle pu commettre une erreur aussi catastrophique ? Les événements qui ont mené à cette tragédie commencent 10 mois plus tôt. Speaking to you live at this moment from ABC headquarters, just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. The peace of what have been called the Serene Olympics was shattered just before dawn this morning, about 5 o'clock, when Arab terrorists armed with submachine guns went to the headquarters of the Israeli team. Les Jeux Olympiques de Munich en 1972 devaient être un symbole de paix, une occasion pour une Allemagne de l'Ouest démocratique de montrer au monde qu'elle avait tourné la page de son passé sombre. Le slogan était les Jeux de la joie. Mais à l'aube du 5 septembre, tout bascule. 8 membres d'un groupe palestinien appelé Septembre Noir s'introduisent dans le village olympique. Ils prennent d'assaut le bâtiment où dorment les athlètes israéliens et les prennent en otage. Ils lancent un ultimatum, la libération de plus de 200 prisonniers palestiniens. Pendant 21 heures, le monde entier regarde horrifié la crise se dérouler en direct à la télévision. Quand tout s'arrête, les 11 athlètes israéliens sont morts. Le monde est sous le choc, Israël est dévasté. Et presque immédiatement, la première ministre Golda Meir prend une décision lourde de conséquences. Israël traquera tous les responsables, peu importe où ils se trouvent dans le monde. La mission porte un nom, Opération Colère de Dieu. Le Mossad met en place une petite unité d'agents israéliens et les installe dans des planques en Europe. Chaque opération nécessite une équipe bien précise. 2 assassins entraînés, 2 agents chargés de leur protection, 2 agents pour créer les couvertures, louer des voitures, réserver des hôtels et finalement une autre équipe en arrière-plan chargée du renseignement et des communications. L'unité est conçue pour être mobile et invisible, frapper n'importe où en Europe et disparaître sans laisser trace. Quelques mois, le Mossad élimine 13 membres de Septembre Noir. Les opérations sont audacieuses, innovantes, même que durant l'une d'entre elles, le futur premier ministre Ehud Barak se déguise en femme avec 2 grenades cachées dans son soutien-gorge. Mais malgré cette campagne implacable, une cible reste insaisissable, Ali Hassan Salamé. Ce n'est pas un simple membre de Septembre Noir, non. C'est le cerveau et une figure montante de l'Organisation de libération de la Palestine. Charismatique, influent, impitoyable, Yasser Arafat le prépare comme un possible successeur. Salamé ne correspond pas au profil classique d'un militant. Il vient d'un milieu privilégié, conduit des voitures de sport, porte des vêtements de luxe et fréquente régulièrement des femmes qui ne sont pas son épouse. Pour le Mossad, il devient la priorité absolue. Pendant des mois, il traque le moindre indice à travers l'Europe. Mais Salamé a toujours un coup d'avance et il est lourdement protégé. Il se déplace avec des gardes du corps, entre des résidences sécurisées, et surtout, il ne fait pas que se cacher. Pendant que le Mossad élimine d'autres membres de Septembre Noir, lui passe à l'attaque. Il mène des opérations audacieuses contre Israël, dont un plan visant à assassiner la première ministre en personne, déjoué à la dernière seconde. C'est une partie d'échecs sous haute tension, un duel entre espions où tout peut basculer. Puis, une information change la donne. Le Mossad apprend qu'un messager doit rencontrer Salamé quelque part en Norvège. À ce moment-là, les agents les plus expérimentés sont épuisés. On leur accorde du repos. Ils sont remplacés par une nouvelle équipe moins expérimentée. Et cette inexpérience va tout faire basculer. Les agents suivent le messager jusqu'à Oslo, puis jusqu'à une petite station de ski tranquille, Lillehammer. Ils supposent qu'il est venu y retrouver Salamé. Et effectivement, ils le voient entrer dans un petit café et discuter avec un autre homme arabe. Une agente s'installe à l'intérieur pour observer de plus près. Elle commande une boisson, compare discrètement le visage de l'homme avec une photo de Salamé qu'elle a dans son sac. Elle n'est pas convaincue. La photo est floue. L'homme ne correspond pas vraiment. Mais
un supérieur est catégorique. C'est lui. Quand l'homme sort du café, il monte sur un vélo, pas de voiture de luxe, pas de garde du corps, pas de vêtements de marque. Ça aurait dû être un signal d'alerte. Mais l'équipe trouve des explications. Après tout, Salamé est connu pour sa capacité à se dissimuler. Pendant plusieurs jours, ils le suivent de manière obsessionnelle. Il l'observe à la piscine municipale, un agent va même dans l'eau avec lui et l'entend parler français. Si ce type de vidéo vous plaît, pensez bien à vous abonner, à liker et à partager. Allez, on reprend la vidéo. Comme ils savent que Salamé est cultivé et parle plusieurs langues, ils y voient une confirmation. Même s'ils n'ont jamais eu la moindre information indiquant qu'il parlait français, ils voient ce qu'ils veulent voir. Et c'est ainsi qu'ils finissent par se convaincre qu'un serveur marocain nommé Ahmed Bouchiki est en réalité le cerveau de Septembre Noir. Ils le suivent jusqu'à sa maison, en périphérie de la ville, et commencent à le surveiller jour et nuit. En Israël, malgré des informations fragiles, le feu vert est donné. Le sort d'Ahmed est scellé. Avec le recul, les responsables israéliens étaient peut-être distraits par une autre crise majeure, le détournement d'un avion de ligne. L'attention était divisée, et la mission de Lillehammer n'a sans doute pas été supervisée comme elle aurait dû l'être. Alors, en Norvège, les agents lancent les préparatifs finaux pour éliminer le mauvais homme. Le 21 juillet 1973, en soirée, les agents prennent position. Ils observent Ahmed et sa femme enceinte marcher main dans la main jusqu'au cinéma du quartier. Après la séance, le couple prend un bus pour rentrer chez eux. Ils descendent à leur arrêt et commencent à marcher tranquillement vers leur maison, discutant, riant, profitant de la douceur d'une nuit d'été. Ils sont presque arrivés, à quelques mètres de chez eux, quand soudain, une Mazda blanche freine brutalement à leur hauteur. Deux agents, un homme et une femme, sortent du véhicule. Ils dégainent leurs armes et ouvrent le feu. Ahmed s'effondre. La femme tire à nouveau alors qu'il est déjà au sol. Sa femme hurle. Les agents remontent dans la voiture et disparaissent dans la nuit. Ahmed Bouchiki, un serveur marocain installé en Norvège qui menait une vie simple et paisible, meurt là, sur le bitume. Une erreur tragique, dans une guerre clandestine menée sur le sol d'un pays étranger. Et pour le Mossad, ce n'est que le début des ennuis, parce que, après cette erreur, tout commence à s'effondrer. Une succession de fautes va exposer leurs opérations secrètes et révéler que cette nouvelle équipe n'était tout simplement pas à la hauteur. Over the last 18 months, a series of Arabs had mysteriously been blown up or shot dead in several European capitals. But when they came to Lillehammer, unaccountably, the Israelis left a trail of evidence behind them. La première erreur survient presque immédiatement. Deux agents tentent de rendre leur voiture de location à l'aéroport d'Oslo, quelques jours seulement après l'opération. La police norvégienne est déjà en alerte. Elle recherche une Mazda blanche. Un employé de l'agence de location signale alors le véhicule. Les agents sont arrêtés et une fois en garde à vue, tout s'accélère. Sous la pression des interrogatoires, l'un des agents panique et révèle l'adresse d'une planque. La police intervient, deux autres agents sont arrêtés. Un autre avait noté un numéro de téléphone, celui du chef de la sécurité de l'ambassade israélienne. Lorsque la police perquisitionne le lieu, elle découvre deux autres agents du Mossad. En quelques jours, 6 agents sont en détention. Les rumeurs se répandent rapidement. Un commando du Mossad, une opération clandestine. Et l'affaire prend une ampleur diplomatique majeure. It's informed the Israel embassy in Oslo. It will not be possible to release the prisoners, neither to permit anybody to visit them. Mais la situation continue de se dégrader. L'un des agents arrêtés souffre de claustrophobie sévère. Dès que la porte de sa cellule se referme, il craque. Pris de panique, il veut être transféré dans une cellule plus grande avec une fenêtre. Et pour y parvenir, il commence à parler. Il livre des détails opérationnels, donne le nom et le numéro d'un contact d'urgence du Mossad à Tel Aviv, quelqu'un capable de confirmer son identité. Règle numéro 1 quand on est espion, ne jamais admettre que l'on est espion. Pendant ce temps, la police norvégienne trouve une clé sur un autre agent. Cette clé mène à une planque à Paris. La police française intervient et dans l'appartement, elle découvre d'autres clés qui ouvrent d'autres planques à travers toute la ville. D'un coup, Israël comprend que tout son réseau en Europe est peut-être compromis. Puis vient le coup de grâce, la confirmation. Ils ont tué le mauvais homme. Salamé est toujours en vie. Le gouvernement israélien tente de limiter les dégâts, mais il est trop tard. L'affaire est publique. Ce qu'on appelle désormais l'affaire de Lillehammer expose les opérations secrètes du Mossad et humilie Israël sur la scène internationale. Israël, bien entendu, nie toute implication directe, mais en coulisses, les opérations en Europe sont réduites. L'opération Colère de Dieu est mise en pause. Malgré les pressions diplomatiques, la Norvège décide de poursuivre. 5 agents sont jugés et condamnés à des peines de prison. The prosecution maintained that the Israeli intelligence organization Mossad was in effect setting up its own court of law to deal with Arab terrorism.
But a murder was a murder and had to be treated as such, whoever did it and from whatever motives. Et Ahmed Bouchiki, dans tout ça, des années plus tard, sa veuve reçoit une compensation financière du gouvernement israélien. Mais aucune somme ne peut remplacer un mari, ni un père. 6 ans plus tard, le Mossad retrouve enfin le véritable Ali Hassan Salameh à Beyrouth. Et cette fois-ci, il ne se trompe pas, il est éliminé. L'affaire de Lillehammer devient un cas d'école, un rappel que même les agences de renseignement les plus disciplinées restent dirigées par des êtres humains, sujets au biais, à la fatigue, à l'erreur. Dans les décennies qui suivent, Israël continue de mener des opérations ciblées, souvent avec une précision impressionnante. Mais encore aujourd'hui, des erreurs se produisent, comme cette frappe ratée contre des dirigeants du Hamas réunis à Doha. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has apologized to the Emir of Qatar for the killing of a Qatari citizen during Israel's attack on Hamas leaders here in Doha. Chaque erreur rappelle une chose, les assassinats ciblés sont une mesure extrême pour un État, même lorsqu'ils sont jugés nécessaires. Ils exigent précision, discipline et une capacité à avancer sur une ligne moralement extrêmement fine. Une seule erreur peut tout faire basculer, entre succès et tragédie, entre justice et meurtre. C'est pour ça que dans le monde des opérations clandestines, la clarté morale n'est pas un luxe, c'est la seule garantie de ne pas devenir ce que l'on combat. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et surtout à partager, ça nous aide beaucoup. A très bientôt.